Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous voici partis pour 45 minutes d'actualité politique et parlementaire, marquée bien sûr cette semaine par l'intervention présidentielle à la télévision, un choc de simplification, la taxe de 75%, des pistes sur les allocations familiales et les retraites. François Hollande s'est surtout livré à un exercice de pédagogie sur sa politique. Et de la pédagogie, il y en a besoin. Le chef de l'État a été contesté cette semaine jusque dans ses rangs. Il faudrait que le chef de l'État arrête de se comporter comme un président de conseil général. Voilà ce qu'a déclaré le député Pascal Cherki. Des propos qui font suite aux critiques très vives du parti de gauche. Le week-end précédent, Jean-Luc Mélenchon passait résolument dans une opposition radicale. Enfin, sans transition aucune, on va parler à racolage passif dans cette émission. Une sénatrice a demandé et obtenu la fin du délit en la matière, instauré en 2003 et jugé inefficace. La proposition de loi, là encore, devra passer le cap de l'Assemblée. Et avec nous pour commenter toute cette actualité, Marie-Georges Buffet, bonjour. Bonjour. Députée communiste. Alors il y a une tradition dans cette émission, eh bien on laisse aux parlementaires le soin de dresser votre portrait. Je vous propose de les écouter. Marie-Georges Buffet, je ne partage pas ses combats politiques. Elle dit souvent des choses fortes et fausses. C'est une femme de caractère, de conviction, et j'apprécie particulièrement l'action qu'elle a menée en tant que ministre des Sports, en particulier contre le dopage. On sent quelqu'un qui pense ce qu'elle dit, et on peut ne pas être d'accord, mais je vous dis, il y a tellement de langue de bois, de cynisme dans cet hémicycle, qu'un peu de fraîcheur et de sincérité, ça fait pas de mal. Je l'ai pratiqué, en tout cas, lors du débat sur le mariage pour tous. Je l'ai trouvé extrêmement pertinente. On était très unis, je veux dire, on était vraiment sur les mêmes idées, sur la même tonalité. Marie-Georges Buffet, une femme de conviction, ça, on n'en doute absolument pas. Une femme qui dit les vérités, c'est plutôt rare en politique, pas qu'en soit que ce soit une femme, mais dire la vérité en politique, c'est plutôt rare. Chaque fois que je parle en politique, comme vous dites, j'ai toujours dans la tête des gens que j'ai rencontrés quelques heures ou quelques jours avant. Des gens qui, justement, eux, n'ont pas le droit à la parole, donc j'essaye à chaque fois de traduire leur envie ou leur colère. Et je m'aperçois souvent que notre discours à nous, les hommes et les femmes politiques, nous employons toute une série de mots, de formules, et qui ne sont pas les mots et les formules qui sont employés. Ça manque de sincérité, voilà, ça manque de vérité. Oui, et puis on apparaît trop souvent comme des gens qui sont un peu hors champ. Voilà, et je pense que la politique doit regagner en proximité. Ça ne veut pas dire devenir simpliste, bien au contraire. Donc vous essayez de transposer la parole des Français dans l'hémicycle. J'essaye à chaque fois de penser... Ça n'a pas l'air de déplaire à vos collègues députés, ce qui non, est mais plutôt je vois, bon signe. Monsieur Mariton s'est opposé pendant plus d'une semaine, près de 10 jours, sur le mariage pour tous et toutes. Il a ses convictions, j'ai les miennes, mais on peut aussi se respecter à partir du moment où il y a de la sincérité. Et ceux qui vous connaissent bien disent aussi sacré caractère, Marie-Georges Buffet. Oui, j'ai mon caractère. Non, je suis quelqu'un qui est très angoissé. Donc, oui, je suis pas quelqu'un qui suis sûr de moi. Donc, ça me donne parfois de la nervosité. Et donc, je peux en effet avoir des moments un peu de colère. Donc on mais peut ça ne passe pas être très sûr vite. de soi, mais avoir quand même des convictions. Donc, c'est pas incompatible. Tout à fait. Vous savez, avoir des convictions, ça ne veut pas dire ne pas douter. Moi, je doute souvent je remets en cause certaines de mes idées, et c'est mieux, je crois. Eh bien, on va dérouler ensemble le fil de la semaine et on va consacrer le début de cette émission à l'intervention télévisée de François Hollande ce jeudi soir, séquence grand oral. 1h15 d'intervention donc pour le chef de l'État, avec une grande partie bien sûr consacrée aux questions économiques et budgétaires. François Hollande confirme qu'il entend bien inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Il présente la palette de ses outils et fait une annonce, la taxe à 75%. Ce sera finalement une taxe versée par les entreprises sur leurs très hauts salaires. On écoute François Hollande. J'avais souhaité qu'on introduise cette contribution de 75%. Le Conseil constitutionnel a pris une décision, je la respecte, et donc je vais procéder différemment. Dans les entreprises, d'abord,
il doit y avoir une transparence des rémunérations dans les plus grandes entreprises, parce que ça ne se passe que dans les plus grandes entreprises, ces rémunérations au-dessus d'1 million d'euros. Dans les grandes entreprises. Transparence. L'Assemblée générale des actionnaires sera consultée sur ces rémunérations. Et lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, eh bien, l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Alors Marie-Georges Buffet, c'était vraiment une des promesses phares du candidat Hollande. C'est une mesure qui fait pchit, tout ça pour ça. Oui, Qu'est-ce que vous dites? on tombe sur une espèce d'usine à gaz complètement incompréhensible. Ce qu'il faut, c'est réellement mettre devant le Parlement un projet de loi portant sur une réforme de la fiscalité dans notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Enfin, ça a déjà été fait. Non, ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Le projet de loi de finances, et ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est 75%, c'est pas une vraie réforme de la fiscalité, c'est une mesurette. Mais là, on parle des 75%. Oui, mais je vous dis que par rapport à l'usine à gaz que vient de proposer François Hollande, il faut une réforme de la fiscalité, notamment pour l'impôt sur le revenu. Il faut qu'il soit réellement progressif. Et donc, nous proposons 14 tranches, le Front de gauche, pour graduer l'impôt sur le revenu. Et puis, il faut une fiscalité intelligente pour les entreprises. L'entreprise qui consacre des moyens à la recherche, à l'innovation, à la qualification, au salaire, il faut lui faire du bonus au niveau de sa fiscalité. L'entreprise qui ne pense qu'au coût du capital, aux dividendes, donc etc., là, il faut du malus. L'entreprise, là, même pour les très hauts Mais salaires. ça ne sert à rien, cela. Ça va rapporter très peu, ça ne sert à pour rien. Rester sur ces très hauts salaires, Gérard Depardieu a eu tort de partir finalement, il ne risque rien. Là, ce sont que les très hauts salaires. Tous les autres personnes extrêmement fortunées de ce pays ne risquent rien. On n'impose pas réellement les revenus financiers et le capital, soyons clairs. Voilà, donc c'est une mesurette. C'est pour ça que je vous dis, il faut une grande réforme de la fiscalité dans ce pays. Un symbole de la campagne présidentielle de François Hollande, un symbole qui reste. Donc les propositions de campagne, finalement, il les maintient. Oui, en fait, il reste dans une usine à gaz. C'est pas les 75%, c'est encore autre chose qui est inventé, etc. Je ne sais pas si ça verra le jour un jour, d'ailleurs. Hein. Alors, François Hollande s'en prend aussi aux plus aisés, alors évidemment dans une catégorie sous les allocations familiales. Les catégories, les ménages les plus aisés toucheraient moins. Ça vous semble une bonne chose? D'abord, il faut rappeler l'origine des allocations familiales. Les allocations familiales, c'est une allocation universelle qui vise l'enfant. C'est-à-dire qu'elle est versée pour que l'enfant puisse vivre dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est à l'enfant que ça appartient, les allocations familiales. Alors, on touche aux allocations familiales pour faire rentrer de l'argent, c'est tout. Voilà. Et on ne touche pas pour faire plus d'égalité, parce que si on prend un peu d'allocations familiales aux plus aisés, alors il faut donner plus d'allocations familiales à ceux qui souffrent le plus. Là, c'est pas ce qu'on nous propose. On nous propose de prendre aux allocations familiales des plus aisés pour remettre dans les caisses. Point final. Bon. Et dernier élément... Donc, déjà, c'est une bonne chose de faire participer les plus aisés à cet effort? Pour faire participer les plus aisés, pour qu'il y ait plus d'argent dans les caisses de la protection sociale, il faut faire cotiser les revenus financiers. Et là, on résoudra les problèmes à la fois des allocations familiales, mais aussi des retraites et des autres prestations. Mais je voudrais aussi faire une remarque sur la proposition de Monsieur le Président de la République. À partir de quel niveau vous êtes une famille aisée? Il avait évoqué la somme de 4 000 euros, si je ne me trompe pas. C'est combien? Écoutez, 4 000 euros, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans les chiffres comme ça, des seuils. 4 000 euros, si on applique une suppression ou une diminution forte des allocations familiales dans un ménage qui gagne 4 000 euros, j'ai peur que ça conduise la femme, bien sûr pas l'homme, la femme, à arrêter de travailler. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce que nous sommes un pays, et je m'en félicite, qui a un fort taux de natalité, encore les statistiques viennent de le montrer, nous sommes un peu les champions d'Europe, parce que, tout en ayant des femmes qui continuent à travailler, y compris lorsqu'elles ont 3 enfants. Nous avons le taux de travail des femmes mères de 3 enfants qui est le plus élevé. Pourquoi? Parce que nous avons les allocations familiales, parce que nous avons les crèches collectives, parce que nous avons la maternelle à 3 ans. Donc, ne remettons pas cela en cause, parce que le travail pour la femme, c'est l'indépendance. On va parler à présent des retraites. Le président de la République, là aussi, a fait une annonce. On va l'écouter tout de suite. Pour ceux qui auront cotisé longtemps, ils doivent pouvoir partir à temps. Mais, comme on vit plus longtemps, l'espérance de vie s'allonge. Très bien. Il va falloir avoir des durées de cotisation plus longues. Ça sera l'objet de la négociation avec les partenaires sociaux. Mais sur le principe de la désindexation, c'est-à-dire de la diminution des pensions? Pas pour les petites retraites, c'est impossible. Pas pour les autres, ça n'est pas base. exclu. Pas pour les retraites de base. Donc c'est impossible que nous soyons dans une remise en cause
de ce qui est le droit fondamental pour les retraités d'avoir le maintien de leur pension. Donc, il y aura une discussion sur les paramètres, tous les paramètres, cotisation, indexation et allongement de la durée de cotisation. Est-ce que l'indemnisation... L'allongement de la durée de cotisation, c'est mieux, c'est plus efficace que le relèvement de l'âge minimum du départ à la retraite? Peut-être qu'il y a d'autres solutions, selon peut-être qu'il y a d'autres solutions que celles qui sont proposées par le président de la République. Je viens de l'évoquer tout à l'heure. Nous nous sommes battus tout au long du débat sur les retraites sous l'ère Sarkozy. Nous nous sommes battus, les députés communistes, pour porter l'idée d'une cotisation des revenus financiers au même taux que celle des salariés. Pour avoir les moyens pour assurer les retraites pour chacun et chacune, il faut aussi se battre pour l'emploi qualifié et bien rémunéré. Et donc des cotisations qui correspondent à ces emplois qualifiés et bien rémunérés. C'est ça. 20 milliards de déficit pour Oui, la branche retraite. Mais justement, c'est pas. Justement, à chaque fois que. D'autres choix que l'allongement ou au contraire de revenir sur l'âge légal. La preuve est faite. À chaque fois que des gouvernements décident d'allonger, ce qui a été fait sous l'ère Sarkozy, ou d'augmenter les cotisations, 3-4 ans après, on nous répond ça va pas. Parce que justement, on ne s'attaque pas à la cause du mal. Donc il a tort, François Hollande, de dire mais oui, à l'allongement de la retraite. L'idée que le temps de vie s'allonge et donc qu'il faut automatiquement travailler plus longtemps est une idée, je trouve, qui est contraire aux avancées de civilisation. Bravo si le temps de vie se poursuit. Bravo si les gens peuvent bénéficier d'un temps plus long en bonne santé à la retraite. Je vous entends bien, là, vous n'êtes vraiment pas satisfaite de ces mesures de François Hollande. Écoutez, et de cette politique. Vous félicitez de ne pas être entré au gouvernement? Oui, parce que vraiment, depuis 10 mois, nous n'avons aucun signe d'une volonté de mener une véritable politique de gauche. Ce gouvernement a adopté le traité Sarkozy-Merkel qui impose l'austérité aux pays de l'Union européenne et on voit bien les résultats de cette austérité dans ces pays, que ce soit la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou la France. Ce gouvernement, au lieu de faire appel à la mobilisation citoyenne, à la mobilisation sociale pour obtenir de nouvelles avancées sociales et économiques, au contraire, a suivi le MEDEF sur un accord de flexibilité et là nous annonce une nouvelle période de réduction des dépenses publiques et de rigueur et des mesures antisociales. Donc on ne peut pas suivre ce gouvernement. Madame Buffet, c'est une question très simple. Si c'était à refaire, vous voteriez à nouveau François Hollande? Oui, parce qu'il fallait... Enfin, écoutez, je suis de gauche et à aucun moment je n'aurais laissé repasser Nicolas Sarkozy. Donc oui, bien sûr, au second tour, j'ai appelé immédiatement à voter pour François Hollande et je l'ai fait et je le referai, bien évidemment. Mais ceci dit, j'ai le droit de dire que je suis insatisfaite, justement parce que je suis de gauche, je suis insatisfaite de la politique menée. Vous n'êtes pas la seule à le faire. On va parler tout petit peu de l'accord sur la sécurisation de l'emploi qui était en commission des affaires sociales cette semaine à l'Assemblée et qui arrive dans l'hémicycle mardi prochain. Donc plus de flexibilité de l'emploi. Est-ce que votre groupe votera pour, contre? Notre groupe ne votera pas l'ANI qui nous veut du mal, comme on dit. L'accord donc signé par certains syndicats, pas par la CFDT. C'est-à-dire vous voterez contre ou vous abstiendrez? Écoutez, nous allons mener une bataille parlementaire. Nous allons déposer de très nombreux amendements. 1000 amendements. Oui, mais ce sont des amendements qui visent à remplacer, article par article, des mesures de flexibilité, des mesures d'insécurité pour les salariés, par des propositions très constructives pour garantir une sécurité d'emploi et de formation, pour donner de nouveaux droits syndicaux, une nouvelle représentation aux syndicats. François Hollande, Georges Buffet, il ne changera pas la loi si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. Il va falloir négocier avec les partenaires sociaux. Non mais attendez, est-ce qu'on va soumettre le Parlement ? Oui, apparemment. Eh bien toute décision, tout amendement sera soumis aux partenaires sociaux. Excusez-moi, c'est peut-être une phrase qui fait sourire, mais je suis élu du peuple et j'ai le droit de défendre mes opinions à l'Assemblée nationale. Et donc on ne fera pas taire le groupe du Front de gauche. Il défendra ses amendements et ils ne voteront pas une loi qui correspond aux souhaits du MEDEF. Ça, nous ne la voterons pas. Mais pour les autres syndicats, ça veut dire aussi, par exemple, qu'il va falloir négocier avec les syndicats. Une fois que cette loi sera votée, ils peuvent décider de ne pas appliquer. Oui, mais enfin, écoutez... Si jamais c'est changé à la virgule près, bien sûr, Madame Buffet. Ce que j'appelle les salariés vraiment à se renseigner sur le contenu de cet accord. Il a été signé par 3 syndicats, la majorité syndicale. 3 syndicats non, c'est pas la majorité syndicale, on ne peut pas compter comme ça. Les 3 syndicats qui ont signé représentent 39%. D'audience syndicale. Les deux qui ont refusé représentent 50% d'audience syndicale. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a eu cette semaine la sortie d'un député socialiste qui n'est pas passé inaperçu, Pascal Cherki, député de Paris, qui déplore l'excès d'austérité de la politique Hollande. Il vous rejoint. Et il le dit à sa façon à lui. On écoute.
On doit se hausser au niveau et arrêter de jouer petit bras. Bon, et arrêter de ces discours que personne n'entend, que personne ne comprend, le redressement dans la justice, le nouveau modèle français, l'espèce de novlangue imbitable. Maintenant, il faut fixer des objectifs clairs. Quand on est président de la France, on n'est pas conseiller général d'un canton. Est-ce que vous avez trouvé que François Hollande, jeudi soir, avait parlé comme un conseiller général de canton ? D'abord, c'est quand même un peu, je trouve, irrévérencieux pour les conseillers généraux qui jouent leur rôle au niveau des départements. C'est pas pour le président. Là, franchement, je trouve, bon, cette partie de la phrase, bon, mais je comprends que certains députés socialistes soient un peu dans le même état d'esprit de moi, c'est-à-dire contestent cette politique qui nous mène droit dans le mur et envie qu'on revienne vraiment aux grandes réformes de gauche dont on a besoin. J'ai l'impression vraiment que l'électorat de gauche décroche de François Hollande. C'est la social-démocratie. Enfin, écoutez, il faut comprendre. Qui a pris le pas sur, il faut comprendre, moi hier j'étais dans un quartier de ma ville, au Tilleul, où nous étions en débat justement sur l'accord de flexibilité. On expliquait aux personnes présentes qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord. Et j'entendais un monsieur qui travaille dans le bâtiment qui m'expliquait que dans son entreprise, il a eu cette expression, les salariés ont peur. Alors, il s'est expliqué, ils ont peur parce qu'il n'y a plus de travail, ils ont peur d'être licenciés. Un autre nous expliquait sa déception, il disait « je suis de gauche, mais je ne sais plus si c'est une politique de droite ou de gauche qui est menée ». Donc il faut se rendre compte de la souffrance sociale aujourd'hui. François Hollande ne devrait pas dire, parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu de la part des députés socialistes cette semaine, ne devrait pas dire « je suis un social-démocrate et j'assume cette social-démocratie », pour qu'au moins on sache très exactement oui, ça ne changera pas la politique qu'il mène et ça ne changera pas la vie des gens. Donc, il dit ce qu'il veut. Oui, d'accord, mais enfin, à la limite, ça, on s'en moque un peu. Parce que vous savez, il y a des mesures qu'on aurait pu prendre. Par exemple, je vais prendre un exemple, parce que nous sommes fin mars, les expulsions reprennent, les expulsions locatives. Avec des gens qui sont au chômage ou en maladie depuis longtemps, qui n'arrivent plus à payer, qu'on va expulser. On n'aurait pas pu décider, un gouvernement de gauche n'aurait pas pu décider d'interdire les expulsions locatives pour les locataires de bonne foi. Ils n'auraient pas pu le décider, ça. Là, on va encore mettre des familles à la rue. Et nous sommes sous un gouvernement de gauche. Mais moi, j'attends de la gauche. D'ailleurs, je poserai cette question la prochaine fois que j'aurai une question d'actualité. J'attends d'un gouvernement de la gauche qui décide qu'on ne procède plus aux expulsions locatives. Marie-Georges Buffet, il y a eu encore une critique contre François Hollande, en tout cas tout en nuances et avec humour. Elle vient de Belgique. C'est celle de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui est ressorti du bois pour s'exprimer. Vous allez le voir tout en nuances. Écoutez. Tu as allégé la taxation des heures supplémentaires. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. Je précise que je ne parle que de la Belgique. Un cousin parmi les Belges. Voilà, c'était à l'occasion d'une remise de décoration à un ancien ministre belge. Mais là, on voit bien tout simplement que c'est une vraie critique contre la politique fiscale de François Hollande. Est-ce que, Madame Buffet, au-delà de tout ça, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on imagine que le match Hollande-Sarkozy, c'est reparti pour 2017 ? D'abord, 2017, c'est loin. Il faut arrêter de vivre que pour la présidentielle dans ce pays. Hein, parce qu'il y a des tas de choses à faire d'ici 2017. Bon. Nicolas Sarkozy ne va pas nous donner des leçons. Parce que son bilan, il est là. Hein, son bilan, c'est une politique austéritaire, hein, avec toute une série de lois qui ont privé de droits des hommes et des femmes qui vivent sur notre territoire et qui ont fait beaucoup de mal au plan social. Donc, Nicolas Sarkozy, on n'en veut pas, qu'il reste en Belgique. Et, bon. Mais ceci dit, moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'il peut se permettre de rigoler comme il rigole là en parlant, parce qu'il voit bien qu'en France, le changement n'arrive pas. Et donc, ça donne des ailes à la droite. On voit la droite à l'Assemblée jour après jour qui nous donne des leçons, en disant qu'il donne des leçons au gouvernement, en disant « mais vous ne réduisez pas encore assez les dépenses publiques, allez, encore un effort. Le gouvernement réduisez encore un peu plus les dépenses publiques. » Voilà. Et ça, moi, j'ai envie de redonner un peu d'honneur à la gauche, un peu de sens à une politique de gauche, pour que la droite n'ait plus justement le sourire aux lèvres. Eh bien, on va reprendre ensemble le fil de la semaine. On va commencer avec le lundi, c'est normal. Tiens, encore des critiques sur le gouvernement. En ce lundi, l'actualité bruite encore des attaques lancées pendant le week-end par le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez sûrement suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Les noms d'oiseaux ont fusé lors du congrès du parti à Bordeaux. Principale cible, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Premier prix pour son action à Chypre. C'est un sujet de Pierre Lascar et Betty Lachguer.
Le congrès du parti de gauche avait pourtant bien commencé. Hommage à la Révolution portugaise ou encore adoption d'un texte sur l'écosocialisme. Et puis, au détour d'un débat sur la gestion de la crise chypriote, François Delapierre, un des fidèles lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, s'en prend directement au ministre de l'économie. Pierre Moscovici a voté et a défendu le fait qu'on spolie les déposants chypriotes pour renflouer les banques. Ça, c'est un acte de salopard et je l'ai dit avec force et nous continuerons à le dire avec force. J'ai mis en cause Moscovici comme ministre de la France et les décisions qu'il a prises ou parce que nous mettons en cause la finance internationale. Le ton est dur, volontairement provoquant. Quelques heures plus tard à la tribune, Jean-Luc Mélenchon défend son camarade et attise les braises. Les membres du parti de gauche parlent cru et dru, ne tournent pas 2 heures autour du pot, utilisent les mots qui claquent, parce que je nomme un chat et qu'un de mes camarades appelle un salopard un salopard. Côté socialiste, c'est Pierre Moscovici lui-même qui se charge de rappeler à Jean-Luc Mélenchon les bornes à ne pas dépasser. C'est pas un dérapage au sens où sa langue aurait fourché. C'est quelqu'un de très intelligent, Jean-Luc Mélenchon. Il sait ce qu'il dit et il le fait exprès. Et je dis que là, M. Mélenchon, attention, il est en train, par détestation de la social-démocratie, par détestation du Parti socialiste, de franchir certaines bornes. Le parti de gauche semble donc hausser le ton face au parti socialiste, au risque de tomber parfois dans l'insulte publique et de couper définitivement tout lien avec le PS. Au risque aussi de couper tout lien avec les communistes ? Les communistes et nos amis du parti de gauche, nous sommes très attachés au front de gauche. Nous avons réalisé quelque chose de beau, puisque nous avons réussi à rassembler plusieurs... Là, on a quand même un mot. Non, mais je parle du front de gauche. Je parle du front de gauche. J'étais sur une phrase sur le front de gauche. Nous avons réalisé quelque chose de beau parce qu'il crée une alternative à gauche, qui crée une dynamique. Jean-Luc Mélenchon est un homme, comme l'a dit Pierre Moscovici, d'une très grande intelligence. C'est aussi quelqu'un qui a su, pendant la campagne des présidentielles, redonner du sens à une politique de gauche. On a vraiment l'impression qu'il y a une rupture, quand même, entre une partie. Non, bien sûr. il n'y a pas de rupture entre le PG et les communistes. Ça, je peux vous assurer que nous sommes en ce moment même en campagne contre l'austérité. Ensemble, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon vont faire plusieurs meetings en commun dans plusieurs villes de France. Donc, il n'y a pas de problème au sein du front de gauche. Vous positionnez, au départ, là, comment vous positionnez par rapport à cette phrase, à cette attaque? Vous qui êtes une femme comme respectueuse moi, c'est pas ma façon. Mais je l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de leur dire. C'est pas ma façon d'être ni de parler. Je pense que on n'a pas besoin d'ajouter des noms d'oiseaux dans le débat politique. Qu'on soit ferme sur la dénonciation de choix politiques, ou même qu'on soit ferme sur la dénonciation d'un comportement d'un homme ou d'une femme politique, ça, j'ai pas de souci par rapport à cela. Mais je pense que les noms d'oiseaux, c'est pas utile. Bon, je l'ai déjà dit, je le redirai quand je verrai François Delapierre. Je lui dirai bon. Puis je trouve que c'est un peu dommage parce que moi j'ai écouté l'ensemble du discours de Jean-Luc Mélenchon. Il a dit des choses très importantes, notamment sur sa vision des pays qui entourent la Méditerranée. Et en fin de compte, du congrès du parti de gauche, on ne garde que la phrase. La petite phrase. C'est normal quand elle est aussi forte que celle-là. Oui, je trouve que tactiquement c'est pas très bon. Jean-Luc Mélenchon connaît très bien les médias. On y vient, Madame Dufay. Donc tactiquement, il est intelligent, mais tactiquement, politiquement, c'est pas forcément intéressant. Pour moi, je trouve que ça a un peu gâché leur congrès, puisqu'on n'a pas vu tout ce qu'ils ont dit d'autre et d'intéressant dans leur congrès. Où est-ce que vous en êtes des négociations avec le Parti socialiste, si négociations il y a en vue des municipales? Parce qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon dit non, hors de question tout ça. Non, mais pour les municipales, nous devons construire des programmes municipaux avec les populations. Bon, il faut lancer des ateliers citoyens où on va discuter des programmes, des bilans, etc. Et le front de gauche, pour moi, je le dis, il doit avoir comme vocation pour une municipale de rassembler le plus largement possible la gauche pour faire en sorte que toutes les mairies de gauche restent à gauche et que toutes les mairies qu'on peut gagner à gauche soient gagnées à gauche pour répondre aux besoins. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut travailler avec l'ensemble des forces de gauche. Je suis clair et net. Avec le Parti socialiste. Mais, enfin, écoutez, là où moi je suis dans une ville où nous travaillons depuis 4 ans maintenant ensemble. Nous allons tirer le bilan, nous allons lancer des ateliers citoyens et nous allons appeler toute la gauche à se rassembler pour poursuivre ensemble. Jean-Luc Mélenchon annonçait déjà qu'il voulait pour les municipales de 2014 des listes autonomes dans une 60aine de villes. Vous le suivez ou vous le suivez pas? Mais pourquoi, a priori, dire qu'il faut des listes autonomes? C'est lui qui le dit, il pose la question. Mais nous sommes dans un front de gauche, donc je peux avoir des différences avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais qui gagnera au final? Bon.
Et on va voir, on commence le débat citoyen avec, bon, si dans des villes, il n'est pas possible de rassembler la gauche, eh bien, il faut y aller en liste front de gauche. Il y a des villes où le Parti socialiste va peut-être vouloir partir seul d'ailleurs. Bon, je vois vers chez moi des tentations de leur part dans des villes avec des maires communistes. Bon, mais essayons, moi c'est mon obsession pour l'instant, essayons de rassembler. Voilà. Et du dialogue entre vous. Mais oui. Il faut se parler avec Jean-Luc Mélenchon si on retient. C'est facile, Jean-Luc Mélenchon, en 2 mots, oui, non? Oui. On vous croit vraiment là? Oui, vous pouvez me croire. D'accord. Oui. Écoutez, franchement, ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour lui, lorsqu'on a décidé d'aller vers le front de gauche avec nos camarades. Parce que moi, il fallait que je sois en confiance avec Jean-Luc Mélenchon qu'il allait ou non quitter le Parti socialiste. Et lui, il fallait qu'il soit en confiance envers moi, que j'allais aller vers la création de ce front. Et donc, nous avons créé des liens de confiance. Et moi, je souhaite que ces liens de confiance perdurent. Bon, on va passer au mardi, si vous le voulez bien, Marie-Georges Buffet. On va parler de cette loi sur le mariage pour tous. Et après la forte mobilisation du week-end dernier, ils sont nombreux à attendre l'examen au Sénat qui va débuter le 4 avril. Le vote s'annonce serré, chaque voix va compter. Eh bien, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, est venue sonner la mobilisation devant les élus socialistes. On écoute tous les détails avec Marie Brémaud. Les milliers de manifestants contre le mariage pour tous attendaient une réponse de la part du gouvernement suite à leur démonstration de force dans la rue. Au Sénat ce matin, la garde des Sceaux est sortie de son silence. Je suis très attentive à toute expression, et notamment à l'expression démocratique. Je suis très attentive, mais l'expression démocratique, elle se trouve également dans nos institutions. Ça ne pèsera pas sur les débats au Sénat? Vous interrogez les sénateurs? À écouter le rapporteur du texte au Sénat, la position de la majorité sur le mariage pour tous ne bougera pas. Moi, je n'ai jamais été impressionné par les manifestations, quelles qu'elles soient, et quelque nombre qu'elles comportent. Ce n'est pas la rue qui fait la loi. Le Parlement fait la loi. Au Sénat, sur ce texte polémique, la majorité reste étroite. Mais la gauche devrait pouvoir compter sur quelques voix à droite et au centre. Et à ceux qui reprochent au gouvernement de délaisser le social au profit des sujets de société, la ministre déléguée à la famille n'hésite pas à faire référence aux figures historiques et politiques du passé. Il ne s'agit pas d'opposer les lois sociales et les lois sociétales. Imaginez que De Gaulle, en 1944, lorsqu'il prend les rênes de la France libérée, dise le temps est à la reconstruction, le droit de vote des femmes, on verra plus tard. Ben non, il n'a pas raisonné de la sorte. Il a donné à la fois, il a reconstruit la France et il a donné le droit de vote aux femmes. Car visiblement, les socialistes veulent faire du mariage pour tous un texte qui marquera la Ve République, au même titre que la loi contre la peine de mort ou l'avortement. Mais ceux qui s'y opposent n'ont pas dit leur dernier mot. Marie-Georges Buffet, lors du débat à l'Assemblée nationale, vous aviez déposé un amendement sur la procréation médicalement assistée. Oui. François Hollande, à la télévision, il a dit « Je suivrai l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la PMA, oui. même si l'avis est contraire ». Oui, mais je le regrette. Est-ce que c'est la victoire des anti-mariages pour tous? Je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est vrai qu'on aurait dû aborder cette question de la PMA dès la première lecture de la loi sur le mariage pour tous et toutes. Parce qu'on nous a répondu, lorsque j'ai déposé mon amendement, ainsi que les Verts d'ailleurs, qui avaient déposé un amendement similaire, on nous a répondu on verra après pour la PMA. On verra après. La PMA, c'est autorisé en France. La procréation médicalement assistée est autorisée en France. Qu'un couple homosexuel de femmes... Oui, mais elle est encadrée, mais l'encadrement resterait pour le couple de femmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet de vie pour l'enfant, il faut avoir, bien sûr, c'est normal. Donc une femme aujourd'hui peut avoir accès à la PMA. Donc que ce droit soit ouvert pour un couple homosexuel de femmes, ça me paraît tout à fait normal. Contrairement à la GPA. La GPA, la gestation pour autrui, dit familièrement mère porteuse, est interdite en France. Là, il sait de toute façon. Voilà. C'est non. Et c'est non, et moi je partage ce point de vue, il faut interdire la GPA parce que c'est l'instrumentalisation du corps et souvent la marchandisation du corps. François Hollande a été très clair. Oui, oui, on imagine que l'avis consultatif, s'il est négatif, mais je le regrette parce que oui, je le regrette parce que beaucoup de femmes attendent justement de pouvoir avoir des enfants grâce à la PMA. Vous avez été un peu trompé là sur ce texte parce que on vous avait dit bon pas de PMA dans ce texte-là, votez le mariage pour le mariage pour tous et puis on verra ça plus tard. Vous aurez ça dans une loi sur la famille. À partir du moment où le groupe socialiste
a retiré son amendement sur la PMA, j'ai compris que ce serait un combat difficile. Donc on a un peu menti aux députés socialistes qui ont accepté de retirer la Oui, PMA. je pense que, enfin, moi j'étais sans illusion. Allez, on va passer au mercredi, encore de la grogne, oui, désolé. Et cette fois, ce sont les sénateurs socialistes qui s'y mettent. Est-ce une révolte ou une révolution? En ce mercredi, la quasi-totalité des sénateurs socialistes, mais aussi les communistes, vont s'allier à la droite pour adopter au Sénat une proposition de loi sur les allocations familiales. En résumé, celles-ci ne seront plus que très partiellement versées pour les familles à qui on a retiré la garde des enfants par décision de justice. Pourquoi pas, pourrait-on dire? Sauf que ce texte n'était pas du tout soutenu par le gouvernement. L'acte législatif devient alors acte de rébellion. Delphine Gérard. Sa couleur politique, le socialiste Yves Daudigny l'a laissé au placard. À la tribune, il s'est fait l'avocat du texte, abandonnant sa ministre Dominique Bertinotti, opposée au projet. Il faut dire que cette loi, il l'avait lui-même présentée à quelques mots près, quelques mois plus tôt. Elle n'avait pas l'appui du gouvernement, donc elle n'a pas été présentée dans une niche de la majorité sénatoriale. Et savez-vous pourquoi on a repris la proposition Daudigny d'octobre? Parce qu'elle-même avait repris la proposition Béchu de juillet 2012. Béchu de Roche. Et c'est pour ça que nous pouvons être fiers de voter aujourd'hui la proposition Béchu amendée Daudigny. Objectif de ce texte, transférer au département une partie des allocations familiales versées aux parents des enfants placés par décision de justice. Elle représente une forme de consensus de toutes celles et tous ceux qui considèrent qu'on doit moraliser ce dispositif d'allocation familiale pour les enfants placés et que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'équité et de morale. Un consensus droite-gauche inhabituel au Sénat et surtout un violent camouflé pour le gouvernement. Le gouvernement aurait dû se rallier, vous pensez, à cette proposition de loi? À partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, où l'allocation familiale vise le bien-être de l'enfant, il est normal qu'une partie de cette allocation, à partir du moment où l'enfant est placé, aille au département qui, justement, lui, va financer la famille d'accueil de cet enfant. Donc, ce n'est pas choquant que cette loi soit votée. Que le Sénat vote ce texte. Voilà. Après, l'aspect moral, faisons attention. Je ne vois pas très bien ce que vient faire la morale dans cette affaire. C'est une question de logique par rapport à l'objectif des allocations familiales. Donc, vous voterez cette proposition de loi quand elle je arrivera pense, y a pas de à l'Assemblée? Ce Sénat frondeur, notamment quand le gouvernement n'est pas d'accord. Il était frondeur aussi dans un autre sens, par exemple, contre le cumul des mandats. Mais Par ça, c'est pas bien. exemple, Là. C'est pas bien. Quand vous critiquez le gouvernement, le Sénat aussi, c'est un petit peu là que ça se passe finalement, la critique et la fronde. Mais le Sénat est dans une situation où il y a une majorité de gauche qui est très, très fragile. Donc, bien évidemment, les débats sont plus exacerbés et les votes plus serrés. C'est là que le groupe communiste, finalement, que les communistes ont le plus de pouvoir en ce moment. C'est au Sénat. Vous regrettez un peu de ne pas être sénatrice? Non, pas du tout. Je suis attachée à ma circonscription, je n'ai pas de problème. Non, mais je trouve que ça permet en effet au groupe communiste et du Front de gauche de pouvoir peser plus sur le contenu des lois et c'est bien. En votant assez souvent, finalement, avec l'UMP. Mais on ne vote pas avec l'UMP, on vote contre des lois qui nous apparaissent contraires aux intérêts populaires. Et si c'était avec l'UMP, c'est avec l'UMP, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de notre faute. Hein. Georges Buffet, on n'oublie pas que vous avez été ministre des Sports, c'était dans le gouvernement de Lionel Jospin, vous avez été auditionné au Sénat dans une commission d'enquête la semaine dernière. Eh bien, on va en parler puisque c'était sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Vous y avez annoncé des pressions, on va bien sûr y revenir. Cette semaine, la commission a auditionné à nouveau des experts et aussi un ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour, le tout suivi par Joachim Rob. Comment améliorer la lutte contre le dopage? Question d'autant plus importante qu'aujourd'hui, tous les sports sont touchés et les mauvais élèves ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Le sport qui nous donne le plus fort pourcentage de positifs est le rugby. Vient ensuite le football. En troisième position se trouve l'athlétisme. En quatrième, le triathlon. En cinquième, le basketball. En sixième, le cyclisme. Mais pas facile de faire bouger les lignes. La semaine dernière, Marie-Georges Buffet avait parlé des pressions subies à cause d'un contrôle de l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde 98. Chantal Joanneau reconnaît que toutes les fédérations sportives ne collaborent pas à la lutte contre le dopage. J'ai pas subi de pression. Clairement, il y avait une volonté de me demander de ne pas en parler. Ça, oui.
de ne pas en parler, de ne pas dire qu'il y avait des problèmes de dopage, de ne pas dire que dans le sport, aucun sport n'était à l'abri du dopage. Autre problème, le dopage de plus en plus fréquent chez les amateurs et sans le suivi, sans le contrôle médical dont profitent les tricheurs professionnels. Un autre problème auquel la commission d'enquête aimerait s'attaquer. Elle doit rendre son rapport avant la fin juin. Marie-Georges Buffet, lorsque vous avez été auditionné, vous aviez parlé de pression à l'époque quand vous aviez diligenté des enquêtes sur le dopage à propos de l'équipe de France de football 98, championne du monde, il faut le rappeler. Quelles étaient ces pressions? C'était dans le cadre de la préparation de l'équipe de France avant à Tignes, lors d'un stage. Avant la Coupe du Monde. Et c'était pendant un stage à Tignes, on avait diligenté un contrôle inopiné et je me rappelle que tous les médias m'étaient tombés dessus avec une... En fait, je perturbais l'équipe de France, j'allais faire en sorte que l'équipe... La pression des médias, simplement. Mais je pense que l'opinion... Oui, les médias reflétaient, je pense, l'opinion, c'est-à-dire on dérangeait l'équipe qui allait peut-être gagner la Coupe du Monde. Ce contrôle n'a pas eu lieu. Si, il a eu lieu, mais c'est après que ça s'est déclenché. Parce que on était tout au début de la lutte contre le dopage, nous sommes en 98, et ça a été très difficile au début. Rappelez-vous que lorsque nous avons eu la candidature pour Paris 2008, j'ai eu de pression énorme pour essayer de me faire abandonner la loi dopage française, parce qu'elle était au top niveau par rapport à d'autres législations. Mais donc c'est une pression médiatique populaire, est-ce qu'il y a d'autres pressions? Oui, vous avez des pressions de la part de membres du CIO. On m'a exigé que je rédige une lettre assurante, j'allais mettre de côté la loi antidopage pour les Jeux Olympiques. Le Premier ministre m'a soutenu. Tout le monde, au niveau politique, vous avez été soutenu de tous les bords? Je n'ai jamais eu de pression d'hommes ou de femmes politiques. Jamais, j'ai pas souvenir de cela. C'est une pression au niveau aussi argent, de professionnalisation du sport. Est-ce que c'est dû à ça, le développement du dopage notamment? Mais il y a bien sûr l'argent qui rentre en masse dans le sport. Il y a un dopage du pauvre et un dopage, j'ai envie de dire, du riche. Il y a des pratiques dopantes de plus en plus sophistiquées. On l'a vu avec le système de Lance Armstrong, où les contrôles ne s'avéraient pas positifs, parce que c'est un dopage extrêmement sophistiqué. Et puis, il y a aussi les calendriers sportifs. Attention, calendrier sportif, parce que la surcharge dans certains sports fait que, humainement, ça entraîne des athlètes à se doper. La médiatisation, ça va de pair, forcément. Mais la médiatisation, parce que si on fait beaucoup de compétitions, c'est parce que les compétitions, on les médiatise et ça rapporte. Vous avez entendu ce que disait Françoise Lannes à l'instant dans ce reportage, directrice du département des analyses à l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle parlait du rugby, sport numéro 1. Oui, j'ai bien entendu, mais moi n'importe comment, je pense que le dopage existe dans tous les sports, il ne faut pas se raconter des histoires. Bon, le cyclisme a marqué la lutte contre le dopage parce que c'était un système très répandu, très organisé dans les équipes. Et là aussi, c'était un dopage qu'on prenait facilement. Bon, que dans le rugby, il y a du dopage, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas aussi des phénomènes dans le rugby. Alors les 22, c'est pas 22 contrôle positif, il faut bien lire. Il y a eu 22 ça détections. Peut vouloir dire qu'il y a plus de contrôle dans le rugby que dans le cyclisme. Oh non, je ne pense pas, c'est pareil à peu près dans toutes les fédérations. Mais c'est des produits détectés anormaux, voilà, mais c'est pas des contrôles positifs, les 22, faisons attention. Parce que... Le cyclisme, elle avait un petit peu son linge sale. Est-ce que vous croyez, pour cette année, en fait, le centenaire, vous croyez toujours à ce Tour de France propre ou pas? Moi, je suis comme tout le monde, j'ai envie de voir ce Tour. Ouais. C'est une grande fête populaire, le Tour de France. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ne sont pas dopés? Le cyclisme a fait des efforts, notamment les équipes françaises. Il y a vraiment eu, je pense, des étapes qui ont été franchies. Voilà, le cyclisme. Mais l'inquiétant, c'est la Fédération internationale, c'est l'Union cycliste internationale, qui, elle, ne bouge pas. On a toujours les mêmes dirigeants en place, ils ne modifient en rien leur comportement et leur attitude. Donc tant qu'on aura... Parce que le problème, j'entendais Madame Joanneau qui parlait des fédérations, le problème c'est moins les fédérations françaises. Moi j'ai quand même eu un mouvement sportif qui m'a plutôt accompagné dans ce combat, plutôt qu'il ne m'a combattu. Bon, le problème ce sont un certain nombre de grandes fédérations internationales. Voilà, qui sont des... On n'a pas de prise. Mais il n'y a aucune prise. C'est ça le problème de le mouvement sportif international. Vous avez le comité international olympique, vous avez les grandes fédérations nationales, personne ne les contrôle. Et comme c'est une série de cooptations, on ne peut pas dire qu'il y a un débat démocratique d'une grande intensité à l'intérieur des fédérations internationales. Donc, tant qu'on n'aura pas bougé à l'intérieur du mouvement sportif international, on aura du mal à mener à bien la lutte antidopage et à réguler l'arrivée de l'argent dans le sport. Ils sont un peu découragés sur ce domaine-là. Comme vous voyez les paris en ligne, les sommes que ça représente, garder les titres dans le sport, ça va être de plus en plus difficile. Suspension annulée notamment pour Karabatic, vous savez, ce joueur de handball de l'équipe de France, alors qu'il avait été accusé de paris sportifs illégaux.
Oui, mais écoutez, alors là, il y a de la mafia dans les paris sportifs, mais c'est de la mafia à un haut niveau. Là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont été bêtes de faire ça quand même. Ça, c'est de la bêtise, hein, franchement. On va passer au jeudi. Le Sénat abroge le délit de racolage passif. C'était une promesse du candidat Hollande. Les sénateurs, en ce jeudi, adoptent une proposition de loi écologiste supprimant le délit de racolage passif, institué en 2003 par une loi. La dépénalisation vise à rendre moins fragile la situation des prostituées. Flora Sauvage. Supprimer le délit de racolage passif, telle était la volonté de l'écologiste Esther Benbassa. Pour cette sénatrice du Val-de-Marne, ce délit a conduit à punir les prostituées, alors qu'à ses yeux, elles devraient être considérées comme des victimes. Instaurée en 2003, la loi pour la sécurité intérieure avait pénalisé le racolage en le punissant d'une peine maximale de 2 mois et de 3 750 € d'amende. Au groupe PS, on regrette cette initiative. Rapidement, il faut que cette loi soit englobée dans une loi plus importante. Parce que cette loi seule, à la fois ne règle rien, ne suffit pas, voire même peut être un signe encourageant pour les mafieux et les proxénètes qui peuvent se dire, voilà, en France, il n'y a plus aucun délit sur le racolage. On peut racoler par téléphone, on peut racoler par Internet. Il n'y a aucun moyen de sanctionner le racolage. Il ne faudrait pas que ça soit un encouragement à développer une forme de prostitution en France que nous ne voulons pas. Pénaliser les clients plutôt que les prostituées, c'est l'objectif du gouvernement. Mais l'auteur de la proposition de loi examinée cet après-midi dans l'hémicycle est opposé à l'abolition de la prostitution. Moi, je ne suis pas d'accord pour la pénalisation des clients parce que j'ai vu l'échec en Europe, et en Suède et en Norvège, puisqu'en Suède, les pouvoirs publics s'enorgueillissent de la réussite. Franchement, il y a maintenant des bordels, ils les appellent comme ça, des bordels flottants, puisque pour échapper à la réglementation, ils vont avec des prostituées dans des bateaux qui voguent sur la mer. Mais le gouvernement est déterminé. Un projet de loi visant à pénaliser les clients de la prostitution devrait être déposé d'ici à l'automne 2013. On comprend l'idée pour les prostituées de mettre moins de pression, mais finalement, ça fait le bonheur des mafias de la prostitution. Oui, il fallait supprimer ce délit de racolage passif, parce que c'était les prostituées qui étaient condamnées et pas les clients. C'était quand même un comble. Bon. Mais ceci dit, il faut pénaliser le client, mais il faut surtout il faut pénaliser le client, il faut abolir la prostitution, et pour ça, il faut aussi donner aux femmes et aux hommes, parce qu'il y a aussi des hommes touchés par la prostitution, il faut leur donner les moyens de se reconstruire et d'entrer dans une vie professionnelle. Donc ça va demander aussi beaucoup de moyens. Il faut mettre beaucoup de soutien et de moyens pour permettre à ces hommes et ces femmes de sortir de la prostitution. Parce que si on abolit la prostitution mais qu'on leur donne aucune issue, bon, on n'y arrivera pas. Donc pénaliser le client et mettre en place vraiment un plan pour l'abolition de la prostitution. Oui, c'est la prostitution, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se fait, c'est quand même la marchandisation du corps dans sa plus grande violence. En tout cas, merci beaucoup Marie-Georges Buffet d'avoir participé à notre émission. Merci Aude, on se retrouve... On a senti que vous aviez des convictions, hein. On a assez peu vu que vous n'étiez pas sûr de vous, si je peux me permettre. Merci beaucoup, donc, et nous on se retrouve je vous demande la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.